Bonjour à toutes et à tous. Donc, Marie-Christine Jaillet, présidente du CODEV Toulouse Métropole. Donc, je parle à la fois à vous qui êtes dans la salle, mais je parle aussi pour un certain nombre de personnes qui nous suivent à distance. Donc, bon, vous savez que depuis 1 an et demi, on a appris beaucoup de choses. On a acquis une espèce d'agilité à être en mode distanciel. Là, on est en mode hybride, qui est probablement le mode le plus compliqué. Donc, des gens à distance, vous dans la salle, un intervenant. Bon, on va voir comment on arrive à faire fonctionner aussi le temps du débat. Mais pour le moment, on est encore dans ces modalités de travail en espérant que dès septembre, on retrouvera, j'allais dire, des modes plus habituels, plus ordinaires. On pourrait dire du monde d'avant, mais ce monde d'avant commence à s'éloigner sérieusement. Voilà, donc le CODEV, comme vous le savez, est une instance qui relève de la démocratie participative. Donc, c'est une assemblée d'environ 200 membres, adossée à l'institution Toulouse Métropole, qui a 3 fonctions, réfléchir, produire des contributions qui permettent d'éclairer les politiques publiques en faisant un pas de côté, en les regardant autrement, en faisant aussi un certain nombre de propositions qui sont retenues ou qui ne le sont pas par la collectivité, dans un dialogue avec à la fois les élus et les services. Donc, première fonction. Deuxième fonction, le CODEV est sollicité pour des débats. Il est une assemblée consultative, donc il peut donner des avis sur un certain nombre de grands dossiers et de grands documents qui organisent le développement de la métropole, sur les mobilités, sur le schéma de cohérence territoriale. Et puis, il a une autre fonction qui est de contribuer au débat public, donc de 2 manières, au débat sur les grands enjeux de société, donc des enjeux qui dépassent et qui débordent évidemment de la métropole toulousaine, et puis organiser aussi des débats sur des actualités, sur des questions à l'agenda de notre métropole. Alors là, on est dans l'instance plutôt grand débat général sur une question d'actualité qui est la question de la démocratie, évidemment, avec donc Alain Faure, que j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous, qui est donc directeur de recherche au CNRS, qui est dans une équipe de Grenoble et qui travaille sur les politiques publiques depuis fort longtemps, donc qui est un bon observateur de l'évolution de ces politiques publiques, la manière dont elles essaient de se refonder aussi en ouvrant leur définition et leur mise en œuvre au processus participatif dans leur diversité. Mais la question qu'on a posée à Alain, c'est et quid de la démocratie participative à l'échelon métropolitain, c'est-à-dire à l'échelon de l'intercommunalité. On voit bien qu'à l'échelon des quartiers, à l'échelon des communes, il y a toute une série de dispositifs qui sont expérimentés aujourd'hui pour essayer de répondre à la demande de nos concitoyens d'être partie prenante de la définition en particulier du cadre de vie ou de tout ce qui touche au cadre de vie. Mais néanmoins, l'évolution des politiques publiques depuis un certain nombre d'années ont conduit à une situation un peu paradoxale, c'est qu'un certain nombre de pouvoir d'agir sur l'organisation du cadre de vie quotidien, de notre cadre de vie, est remonté à l'échelon de l'intercommunalité. C'est vrai dans le champ de la mobilité des déplacements, c'est vrai dans le champ du logement, et ce sera probablement la réalité pour d'autres champs des politiques publiques. Et on sait que cet échelon-là, ce qu'on appelle la métropole toulousaine, mais ce qu'on appelle ailleurs l'intercommunalité, elle est loin du citoyen. Le citoyen n'en a pas forcément de vision, d'appréhension. Donc la question là qui est posée, c'est comment on peut faire que les citoyens soient partie prenante de ce qui se joue à ce niveau-là. Qu'est-ce que veut dire ou qu'est-ce que voudrait dire une démocratie participative à cet échelon-là, dans un contexte général que vous connaissez tout comme moi? C'est une forme de distance de plus en plus grande
de nos concitoyens pour des raisons extrêmement variées, de la démocratie représentative, hein, et on l'a vu évidemment aux dernières élections régionales et départementales, et Dieu sait que ces deux institutions-là ont aussi des compétences qui ont à voir avec le quotidien. Hein. Le département gère l'essentiel des dispositifs de l'action sociale. La région joue un grand rôle dans l'organisation des transports, par exemple ferroviaires, mais aussi dans l'organisation du soutien au développement économique, mais également sur l'aménagement de manière générale. Et on sait que les taux de participation sont, ceux que vous connaissez, moins de 40%, et dans certains quartiers, dans certaines communes, bien inférieurs. Hein, à Toulouse, il y a un certain nombre de bureaux de vote où le taux de participation a été à peine équivalent à 10%. Voilà. Hein, donc, effectivement, on voit bien là qu'il y a une question forte, qui avait déjà été repérée au moment des élections municipales, bien sûr, pour des raisons variables, hein, bien évidemment, probablement une distance accrue par la période que l'on vit, c'est-à-dire la période du Covid, qui modifie aussi nos manières de nous comporter, mais on voit bien que ça s'inscrit dans un mouvement effectivement plus long. D'où l'idée de refonder aussi la démocratie par le développement de la démocratie participative dans une société, la nôtre, dont la tradition politique n'est pas forcément parmi les sociétés les plus ouvertes à la démocratie participative. Donc c'est un peu autour de ces questions qu'on a voulu voilà, solliciter l'expertise d'Alain Faure pour ouvrir le débat, sachant que le CODEV est en train de se remettre en place. Donc une nouvelle assemblée va être installée lundi par le président de Toulouse Métropole, que donc le CODEV va relancer ses travaux, mais relancer aussi le cycle des grandes conférences débats. Donc, si vous n'êtes pas membre du CODEV, mais néanmoins intéressé par les travaux du CODEV, vous pouvez rentrer dans ce qu'on appelle le cercle des amis du CODEV. Donc, laissez vos coordonnées et vous serez, bien sûr, informés de ces temps de débat, de ces temps de discussion, de ces moments d'échange autour de grandes conférences ou autour de propos plus liés à l'actualité de la métropole, à Toulouse, comme dans les communes qui participent et qui sont membres de Toulouse Métropole. Hein. Nous ne sommes pas un CODEV de Toulouse, nous sommes bien un CODEV de Toulouse Métropole, c'est-à-dire de 37 communes qui composent la métropole toulousaine. Voilà, je ne vais pas plus loin, je passe la parole à Alain. Merci. Merci beaucoup, Marie-Christine. Je suis ravi d'être invité dans le cercle des amis du CODEV. C'est chic. Hein. On m'a donné comme carnet de route une carte blanche que j'ai donné comme titre d'effervescence et d'impuissance. Et je vais essayer de vous montrer à la fois comment la participation est un mouvement très dynamique et qu'en même temps on est dans une période complète d'impuissance publique où c'est très difficile de changer les choses, même avec de l'effervescence. Donc ça sera mon fil rouge. Je suis directeur de recherche en CNRS, en sciences politiques, à Sciences Po Grenoble, à l'Université Grenoble. Et depuis 20 ans, 30 ans, j'analyse des politiques publiques départementales, métropolitaines, nationales, communales. J'ai travaillé dans plusieurs pays, j'étais dans plusieurs métropoles. J'ai vécu, je vous le dis parce que je m'inspirais de ces éléments pour vous raconter votre métropole. J'ai vécu à Naples, à Montréal, à Tokyo. Donc j'ai essayé de voir des mondes culturels très très différents, avec toujours les mêmes questionnements, des questionnements qui se ressemblent terriblement, quel que soit le pays, quelle que soit la culture institutionnelle. C'est vrai que ça nous permettra peut-être de nous éloigner un peu des débats très techniques sur les compétences, les modes d'élection, les dispositifs. Il y a des questions démocratiques qui se posent à peu près de la même façon aux quatre coins du monde dans les métropoles. Je vais commencer par trois façons de vous dire d'où je parle, parce que c'est important, ça me tient à cœur. La parole de l'universitaire, du chercheur, elle ne tombe pas du ciel, elle est très située. Je vais essayer de vous dire d'où je parle. La première chose que je voudrais dire, c'est que je suis un compagnon enthousiaste des conseils de développement. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que les conseils de développement en France, différents conseils de développement, m'ont invité pour les suivre. Donc dans les métropoles, pas que dans les métropoles d'ailleurs, dans les grosses intercommunalités. Et je dis enthousiaste tout de suite parce que les conseils de développement, ça m'a toujours plu comme univers, parce que c'est un univers bizarre,
On ne sait pas très bien ce que c'est, hein. C'est un ovni sur le plan politique, c'est une structure qui est ni représentative, ni délibérative, ni participative, elle est un peu tout ça. Et un point absolument étonnant des conseils de développement, c'est que quand on va d'une ville à l'autre, j'ai souvent été au niveau national à la fédération des conseils de développement, les conseils de développement d'un territoire à l'autre ne fonctionnent absolument pas de la même façon. Ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas les mêmes règles du jeu. Il y a beaucoup d'élus, d'autres il n'y a pas d'élus. Il y a des endroits où c'est des instances de révolte, de résistance, il y a des endroits où c'est des instances de consensus. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, ça me plaît bien qu'il y ait encore des lieux comme ça. C'est-à-dire que c'est un lieu privilégié, pas très utilisé. On ne sait pas si c'est utile, hein, c'est peut-être complètement inutile. Enfin, vraiment, je ne le dis pas trop fort parce qu'il y a des financements derrière, c'est une institution. Il n'y a pas longtemps, ils ont failli passer à la trappe. Hein, il y a eu des débats à l'Assemblée pour les supprimer. Mais donc, c'est une structure intermédiaire, un corps intermédiaire un peu bizarre qui essaye de faire vivre la démocratie de différentes façons. Et du coup, moi, je suis ravi d'être là ce soir parce que c'est ça le vrai débat. Le débat, il n'est pas technique, il n'est pas sur des dispositifs, sur des financements, il est vraiment sur comment aujourd'hui on fait vivre la démocratie. La démocratie, c'est toujours un bouillonnement. Hein. Je ne parle pas là en politique, mais plutôt en philosophe de la politique. La démocratie, c'est l'espoir démocratique, c'est toujours un bouillonnement, c'est toujours des tensions, il doit toujours être remis sur le métier. Et moi, c'est le premier point qui m'intéresse ce soir pour vous parler de la participation, c'est que vous n'aurez pas ici des recettes ou des formules magiques ou des clés. Je vais juste vous raconter à quel point la démocratie, la dynamique démocratique, l'espoir démocratique est fragile et qu'il est très puissant, mais qui se renouvelle en permanence. Et l'initiative, j'ai suivi cet après-midi un débat technique avec les élus aussi sur la mise en place de la charte citoyenne. Pour moi, c'est l'exercice permanent de la démocratie, c'est de réécrire des règles pour faire marcher, pour faire parler les citoyens, pour faire fonctionner les institutions. Donc voilà, compagnon enthousiaste, j'aime bien les conseils de développement, cet espace de liberté, et je vais en abuser cet après-midi, ce soir, et c'est une façon de vous dire aussi, vous annoncer que je vais être très critique aussi sur la démocratie participative. C'est-à-dire que je ne viens pas là juste pour faire un plaidoyer, ça sera mon deuxième point. Je viens en tant que chercheur perplexe. Alors perplexe en quoi? Perplexe devant le consensus académique et scientifique pour dire que la démocratie participative, c'est merveilleux. Actuellement, on a depuis 20 ans une foudroyante vague dans les universités, c'est international, ce n'est pas qu'en France, avec des thèses, avec énormément d'engagement, où les différents champs des sciences sociales font un plaidoyer très très fort pour la démocratie participative. La citoyenneté par la participation des citoyens, c'est l'avenir de la démocratie. Et on a eu des thèses brillantes dans les années 2000-2010, c'est des gens qui ont été recrutés, qui sont maintenant maîtres de conférences, qui sont chercheurs, et qui dispensent dans leurs cours des enseignements pour dire que l'avenir de la démocratie, c'est la démocratie participative. À tel point que parfois, quand on dit la vraie démocratie, dans certains cours, c'est pour dire la démocratie participative. C'est-à-dire il y aurait la démocratie représentative, qui est en grande difficulté, qui a beaucoup de problèmes, et puis il y aurait la vraie démocratie qui revient, c'est la démocratie participative, quand les citoyens prennent la parole. Alors je vais jouer, ce soir c'est un rôle facile, hein, le bad boy, en vous racontant tous les éléments qui me font douter de ce changement de paradigme foudroyant, qui ferait que dorénavant, si une collectivité, qu'elle soit locale, régionale, nationale, européenne, pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'elle fasse participer les citoyens. C'est très intéressant dans la dynamique, mais ça ne nous dit pas forcément grand-chose sur le fonctionnement des politiques publiques, sur les enjeux de régulation publique et sur les grands enjeux de traitement des questions sociales. Et j'insiste un peu lourdement sur ce point, j'ai souvent des débats avec mes collègues, parce qu'il me semble que là, il y a un vrai… Et en disant ça, je suis parti, je prends parti, hein, c'est-à-dire que c'est une façon de vous dire aussi, je viens en tant que chercheur qui va douter sur des idées qui sont racontées aujourd'hui comme admises sur le fait que pour que la démocratie participe mieux, il faut donner plus la parole aux citoyens. Et ce mouvement, on le retrouve dans les médias, on le retrouve en permanence. Hein, quand on écoute le diagnostic sur les dernières élections, avec un taux de participation aux élections exceptionnellement faible, énormément d'analystes ont dit c'est parce que les citoyens ne s'intéressent plus à la politique, parce qu'ils ne participent pas. Donc l'idée que quand un citoyen participe, quand on lui demande son avis, il va plus voter et il est plus engagé dans la politique. Donc c'est une idée très forte, très très portée dans certains courants politiques,
Et moi, cette idée, je vais essayer de la déconstruire un petit peu. Je veux dire, c'est pas parce qu'on on s'engage et qu'on intervient beaucoup dans l'agora que la démocratie fonctionne mieux et qu'on fait des politiques publiques. Je vais vous donner un seul exemple parce qu'il m'a beaucoup marqué, c'est dans mes recherches il y a 15 ans, le son passe mal. Dans mes recherches il y a 15 ans, pendant un an, j'ai été à Naples, au moment d'ailleurs de la crise sur les déchets, étudier le système politique napolitain. J'étais au centre-ville et j'ai enquêté auprès des élus, j'en ai rencontré une cinquantaine, pour essayer de comprendre comment fonctionnait le volcan démocratique napolitain. Et si on regarde ça d'un peu loin, Naples, ce n'est pas un exemple hein, politiquement. C'est un endroit où les politiques publiques ne fonctionnent pas, où la mafia est très présente, où la corruption donc, est là, où les administrations souffrent de maladministration, n'arrivent pas à fonctionner. Et quand j'étais à Naples, ça a été ma période de la vie où les gens étaient le plus engagés et passionnés par la politique. Aux élections, on vote à 80% à Naples. Dans les rues, tout le monde connaît l'élu de son arrondissement. Tout le monde sait qui est le président de la ville, qui est le président de la région, qui est le président de la province. Donc, il y a un taux de politisation extrêmement élevé, une passion, une fièvre pour la politique. Et pour autant, il n'y a pas de politique publique, il n'y a pas d'action publique possible, il y a des blocages dans tous les grands domaines. Alors, on pourrait dire que c'est un contre-exemple, mais je veux juste insister sur le fait que, à l'époque, moi, ça m'a ouvert les yeux. En tous les cas, ça m'a fait questionner très fortement cette idée un peu rapide qui est de dire, dès lors qu'on vote beaucoup ou qu'on s'implique beaucoup dans la politique, le système dans son ensemble, le système d'action publique fonctionne bien. Ça sera le dernier point de mon intervention. Les métropoles, elles souffrent d'impuissance publique, de blocage public, d'inertie, qui ne sont pas liées au dynamisme des citoyens et de leur niveau de participation ou de leur niveau de vote. C'est plus compliqué que ça. Alors, c'est un élément qu'il faut prendre en compte, mais ce n'est pas le seul. Et donc, c'est une façon aussi de dire attention à ne pas prendre l'ombre plutôt que la proie sur la question du défi démocratique. Tout ne se résume pas, vous savez, il y a la formule célèbre de Gaulle dans les années 60, l'Europe, l'Europe, il ne suffit pas de monter sur une chaise en criant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Et moi, je dis aujourd'hui, il ne suffit pas de monter sur une chaise en disant la participation, la participation, la participation, pour que le système d'action publique dans lequel nous vivons fonctionne bien. Voilà, donc c'est mon deuxième point. Et derrière, il y a une forte critique, je n'entrerai pas dans ce débat, mais on pourrait entrer, en tous les cas, une analyse distanciée sur tous les mécanismes de professionnalisation de la participation qui sont mis en place. Et on en a un exemple ici, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'université, on forme des agents de la participation, on forme des fonctionnaires de la participation, des ingénieurs de la participation, qui ont des méthodes, qui ont des techniques, qui s'inspirent de différents courants pour faire des débats main levée, avec des post-it, avec des panels, avec du tirage au sort. Enfin, il y a toute une batterie. Et d'ailleurs, cet après-midi, j'ai entendu une partie de cette batterie dans ce qui est proposé dans la réflexion sur la charte. C'est-à-dire qu'il y a tout un monde qui se professionnalise pour faire parler le citoyen. Donc, tout un monde. Mais ce monde-là ne questionne pas forcément l'efficacité de ces dispositifs, ou de mon point de vue, pas assez suffisamment. Et notamment, l'élément le plus médiatisé ces derniers mois, très intéressant à observer, c'est la Convention citoyenne pour le climat, qui a été présentée comme la nouvelle façon de faire de la politique. Et on pourrait aussi adopter un regard très critique sur cette Convention citoyenne pour le climat. Alors, on pourrait très bien prendre un point de vue presque inverse en disant, si on regarde bien, ce sont des experts qui ont écrit les résultats de cette convention, ce ne sont pas les citoyens. C'est-à-dire c'est la qualité des experts qu'on a mis avec les citoyens qui a permis de dessiner de nouvelles orientations, mais ce n'est pas les citoyens qui ont fait ça, donc on pourrait discuter. Et mes collègues sociologues, politistes, beaucoup s'engagent dans ce courant en disant on est à un moment de l'histoire où on n'a pas seulement un savoir, mais on doit défendre un type de démocratie. Il n'y a pas longtemps, je suivais un webinaire à l'Association française de sciences politiques et il y avait 3 grands spécialistes de sciences politiques qui étaient pour animer le débat sur la Convention citoyenne pour le climat. Et ils ont tous dit, les 3, là, on va vous parler autant en tant qu'acteur qu'en tant qu'universitaire, parce qu'on est impliqué, notamment un des moteurs de cette convention, c'est un politiste qui a arrêté de faire de la science politique pendant un moment pour s'impliquer dans le dispositif. Et ils l'assument, ils disent, on est dans une période où on va mettre les mains dans le cambouis et on va utiliser notre savoir pour faire vivre la démocratie. Et moi, je dis juste attention, on est peut-être dans une période un peu d'aveuglement où on va trop vite en pensant qu'on a des solutions parce qu'il y a un courant fort sur ce… Et
de mon point de vue, il n'y a pas assez de recul critique. Et pour l'anecdote et le clin d'œil, moi, je me méfie toujours des universitaires qui pensent qu'avec leur savoir, ils vont faire de la politique. J'ai toujours en tête l'histoire d'un ami qui est devenu maire, puis président d'une intercommunalité, et qui, après, a écrit un petit bouquin sur son expérience politique. C'est un très grand spécialiste de la politique et de l'environnement. Et il a dit, j'ai utilisé, quand j'étais maire, 5% de mon savoir. Et j'ai passé mon temps à me rendre compte que je ne pouvais pas utiliser mes compétences pour faire de la politique. Ce qui m'arrivait me dépassait. Et ça m'amène à mon troisième point, ma troisième casquette. Après être un compagnon enthousiaste, un chercheur perplexe, je suis un politiste, donc spécialiste de sciences politiques, submergé par la question des émotions. Et je vais vous emmener sur ce terrain. Il me semble que, c'est pas qu'il me semble, il y a beaucoup de travaux qui montrent qu'aujourd'hui, la place des émotions dans la façon de faire de la politique prend une place très très importante. On parle parfois d'un tournant émotionnel. Alors, on n'en parle pas beaucoup en sciences politiques, parce qu'en sciences politiques, on pense que la politique, c'est rationnel, mais dans beaucoup d'autres disciplines, en sociologie, en histoire, en anthropologie, il y a des travaux absolument passionnants pour dire la donnée émotionnelle est une donnée essentielle dans les sciences sociales pour comprendre les mouvements sociaux. Les mouvements sociaux et les trajectoires individuelles. Et quand je vous dis que je suis un politiste submergé par les émotions, c'est que je me suis aperçu, et ça sera le premier point de mon topo, que pour comprendre aujourd'hui comment on fait de la politique, il faut comprendre comment chaque personne individuellement fait de la politique. C'est-à-dire qu'on est dans un mécanisme, de façon scientifique, qu'on appelle l'individuation, qui fait que les gens font de la politique à partir d'une expérience personnelle de la politique, d'un vécu, d'un ressenti personnel de la politique, de façon très sensible, de façon beaucoup plus sensible. Avant, la politique, longtemps, ça a été l'art de se mettre à distance des émotions. J'ai un collègue qui a fait un bouquin passionnant où il a analysé les livres des hommes et des femmes politiques sur un siècle. Et il montre que jusqu'à il y a 20 ans, plus on montait en politique, moins on parlait de ses émotions. Et plus on avait un regard à distance de ce qui nous arrivait, de notre entourage, des enjeux. Et que plus on se rapproche de 2020, et plus les élus ne parlent que de leurs émotions, de leurs ressentis, de leurs blessures, de leur colère, de leur peur. Et moi, je développerai cette thèse juste après, que non seulement les élus aujourd'hui font de la politique comme ça, mais les citoyens font de la politique comme ça. Alors, il y a plein de travaux aussi là-dessus. Les citoyens, de plus en plus, se mettent dans une position de rapport à la politique qui passe d'abord par leur expérience personnelle, par leurs blessures, par leurs ressentis, et que leurs revendications sont traduites à partir de ce filtre émotionnel. Le plus bel exemple, c'est les Gilets jaunes, qui est un mouvement absolument passionnant. Un mouvement passionnant. Pour moi, c'est des gens qui font de la politique dès le départ. Autour d'un rond-point, ils font de la politique. Mais le point de départ de leur politique, de leur engagement politique, c'est la colère. Et si on fait la comparaison avec le conseil de développement, les conseils de développement, le point de départ, ce n'était pas la colère. Dans les années, les conseils de développement, ils viennent des conseils économiques et sociaux, ils viennent d'une certaine culture politique où on disait, un peu une culture syndicale, hein, une culture des corps intermédiaires qui consistait à dire, quand on a un problème, on se réunit, plutôt par secteur d'activité, par filière, on délibère et ensuite on trouve des solutions. Quitte à mettre des émotions une fois qu'on est ensemble, mais il y a un premier filtre, qui est le filtre de la délibération. Et aujourd'hui, on est dans une période foudroyante où le filtre de la délibération n'existe plus. Vous l'avez tous vu sur les réseaux sociaux, comment des informations peuvent, en première ligne, passer très très vite directement au stade de la révolte et de l'insupportation générale sur une thématique. Et moi, j'insisterai du coup dans mon intervention, je vous dirais, essayez de voir, quand vous allez construire cette charte citoyenne, comment vous canalisez ces émotions et comment vous faites que le premier mécanisme, très premier degré des émotions, ne brouille pas tout le travail très compliqué qu'il y a jusqu'à la décision publique. Voilà, ça sera donc mon fil rouge. Et quand je vous dis ça, ce n'est pas du tout une posture originale. Il y a plein d'autres disciplines, alors en sciences politiques, on le fait très peu, mais aujourd'hui, il y a plein d'auteurs absolument passionnants qui remettre le sensible à l'ordre du jour. Je vais vous citer quelques noms: Vinciane Després, Baptiste Morisot, Nastasia Martin, Gilles Clément, quelques auteurs qui sont dans différents domaines, des scientifiques qui disent, pour comprendre le monde, il faut le comprendre de façon sensible. Et on est passé en partie à côté de certains éléments parce qu'on n'avait pas cette dimension sensible. Alors c'est le rapport aux animaux, c'est le rapport aux arbres, c'est le rapport aux individus, c'est le rapport à son cercle familial. Et moi je plaide aussi pour qu'on aille vers une intelligence de cette démocratie sensible. On est loin de la démocratie rationnelle avec des hauts fonctionnaires qui font des grands programmes. Il faut penser à toutes ces sensibilités
qui perturbent, mais qui sont aussi très puissantes et très intéressantes. Ce n'est pas du tout un discours anti-sensibilité. Moi, par exemple, dans mes recherches, et ça sera mon premier point, ce qui m'intéresse en politique, c'est les larmes. C'est les sanglots, c'est les blessures, c'est le désarroi, c'est le sentiment de défaite, parce que je fais l'hypothèse que les gens qui font de la politique, les gens qui s'engagent en politique, si on gratte dans leur histoire personnelle, très souvent, il y a des blessures émotionnelles, des épreuves émotionnelles fondatrices qui expliquent qu'après, ils consacrent toute leur vie à la politique. Ça sera mon premier point. Donc, je vais essayer de développer 3 points. Je vais essayer de les raccrocher. Vous allez voir, je peux être loin de la participation, mais derrière, ma question, c'est dire il faut que les gens participent, c'est dire il faut que les gens aient confiance, qu'il y ait une réciprocité, qu'il y ait un engagement avec le politique. Et ma question, c'est à quelles conditions on fait confiance? À partir de quand on s'engage? À partir de quand on a du plaisir, comme vous le faites ce soir, à passer 2 heures pour parler de l'avenir de la politique métropolitaine à Toulouse? Et donc, je ne vais pas tous vous mettre sur le divan pour savoir d'où viennent vos blessures pour être ici ce soir, mais ce qui m'intéresse quand même, c'est de savoir qu'est-ce qui vous motive. Pourquoi je vous dis ça? C'est mon premier résultat de recherche. Donc, je le mets sur la table, puis j'avancerai un peu vite. Pendant longtemps, j'ai fait des enquêtes auprès des élus dans les systèmes politiques sans trop m'attarder sur cette question. Même si je voyais que quand je rencontrais les élus, que j'étais en tête à tête avec eux et que j'étais en complicité avec eux, ils avaient envie de me dire des choses très personnelles. Ils avaient envie de se confier. Et moi, jeune étudiant, jeune thésard, au début, je m'éloignais, je ne maîtrisais pas cet élément. Et puis, au bout d'un moment, j'y ai pris goût. Et c'est en Italie où j'ai eu les clics. Je me suis dit, non, je vais consacrer la moitié de l'entretien à savoir pourquoi ils font de la politique, d'où ça vient. Et très vite, ça m'a emmené dans l'enfance, parfois la petite enfance, l'enfance, l'adolescence des élus. Ça m'a amené très vite dans des histoires incroyables, d'une intensité incroyable. Une intensité incroyable où les gens, je le fais très court, mais les élus me racontaient que s'ils faisaient de la politique aujourd'hui, c'était parce que dans leur enfance, ils avaient vécu des inégalités insupportables et qu'ils voulaient les réparer. Alors, ce n'est pas pour vous dire que tous les élus sont des saints, mais ça va quand même un peu à contresens avec tout ce qui se dit sur les élus. Mais c'est pour vous dire qu'il y a un moteur, il y a une flamme, il y a une énergie dans l'engagement politique qui vient de loin et qui est sur quelque chose d'essentiel, qui est la question des inégalités, des injustices dans le monde. Que cette question essentielle, elle est mal digérée en général. J'ai été surpris, j'ai des taux dans les élus que j'ai rencontrés. Donc, moi, je rencontrais uniquement des élus de grandes collectivités avec forte responsabilité qui ont passé une grande partie de leur vie en politique. Et je m'apercevais qu'à chaque fois, ils avaient dans leur histoire personnelle, dans leur trajectoire, des histoires très dures, des traumatismes, des blessures, des moments assez violents, des pertes de proches, des séparations, des maladies graves autour d'eux. Et cet élément-là, une fois qu'ils sont devenus élus, est devenu très important dans leur conception de la politique. Je ne suis pas du tout en train de vous dire que pour faire de la politique, il faut avoir une enfance malheureuse, une enfance avec des traumatismes. Ça n'aurait bien sûr aucun sens. Tout le monde a des traumatismes. On est tous dans une échelle de blessures de 0 à 10, mais souvent assez élevée quand on est enfant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois élu, ces blessures-là prenaient un rôle très important. C'était ces blessures qui faisaient qu'ils restaient ou qu'ils ne restaient pas en politique. Et donc, je vous emmène sur ce terrain pour faire attention à ce premier élément de la sensibilité, du rapport sensible aux événements. Il faut y porter beaucoup d'attention. Il faut y porter beaucoup d'attention à condition qu'on arrive après à prendre du recul. C'est-à-dire que quand j'analyse les élus, je fais le constat d'une certaine façon. En faisant de la politique, ils ont fait une rupture avec leurs blessures pour essayer de la traiter autrement. Pour moi, c'est de l'ordre de la thérapie, la politique. Ils le disent parfois. Quand je glisse un mot sur les larmes, pourquoi je vous parle des larmes? Parce que dans les entretiens, j'ai de nombreux élus qui se sont mis à pleurer dans les entretiens. Qui se sont mis à pleurer comme si on était dans un entretien psychanalytique où il y avait un mécanisme de transfert et où le révélait quelque chose qui les bouleversait, dont ils n'avaient pas conscience, qu'ils n'avaient jamais formulé, qu'ils n'avaient jamais mis dans le mot, et que j'étais le médiateur qui prenait ces mots. Alors moi, je ne suis pas psychanalyste, c'est une catastrophe. Au début, j'étais totalement désemparé, je ne savais pas du tout faire. Mais en chercheur qui cherche à collecter des résultats, finalement, j'ai continué avec cette technique, à savoir ne jamais les prévenir avant que j'allais leur parler ça, de les saisir sur leurs émotions de façon très forte, en leur faisant dire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de dire, et puis à la fin de l'entretien, dire « je m'en vais, je ne suis pas psychanalyste, on ne se reverra jamais », et tout ce que vous m'avez dit sera anonymisé. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est un petit détail méthodologique, là, je fais de la science. Toujours, je vais voir les élus en leur disant « on est en tête-à-tête, on ferme la porte, il n'y a pas votre chargé de com, il n'y a pas votre chef de cabinet,
il n'y a pas vos spécialistes autour de vous. Et ce que vous allez me raconter, quoi qu'il arrive, je ne mettrai jamais vos noms dans mes articles et dans mes livres. Donc, vous allez me dire des choses qui peuvent être dites, qui me permettent de mieux comprendre de l'intérieur pourquoi on fait de la politique. Et donc, la conclusion de mes recherches, c'est que cette dimension sensible, ces émotions premières, ces émotions fondatrices, elles sont centrales pour comprendre comment les élus font de la politique, comment ils restent en politique, comment ils conçoivent la fidélité en politique, comment ils conçoivent la question de la violence en politique, parce qu'il y a des moments très violents en politique. Et cette fondation ultra-personnelle a un rôle central aujourd'hui dans la façon de faire de la politique. Et je pense, alors je n'ai pas fait ces enquêtes il y a 40 ans ou il y a 50 ans, mais je pense que je n'aurais pas collecté des résultats de ce type il y a 30 ans ou il y a 40 ans. C'est aussi un tournant dans la façon de faire de la politique. Et il y a un auteur, je ne vais pas vous donner une liste longue d'auteurs, vous pourrez aller sur mon site si vous voulez avoir des articles là-dessus, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Christian Lemarque, c'est un sociologue. Il appelle ça l'ego politique. Il dit que dans les dernières campagnes qu'il a étudiées, à partir des fin des années 90, il a vu un nouveau profil d'élus arriver qui montait au créneau dans les campagnes électorales municipales sur des émotions personnelles fortes, sur des ressentis, par rapport à des problèmes, par rapport à des enjeux de la pauvreté, du développement économique, en mettant en scène leurs émotions et en mettant en scène leurs souffrances personnelles et leur envie que le monde change, puisque eux, ils avaient souffert dans ces conditions. Et ce mécanisme-là, moi, je l'ai retrouvé de façon foudroyante dans mes entretiens. C'est-à-dire que même si les élus n'en parlent pas en public, même s'ils ne disent pas c'est en fonction de tel et tel élément que je me positionne, ils disent c'est parce que je suis dans tel parti, parce que je crois à l'intérêt général. Si on gratte un peu, on s'aperçoit qu'il y a une équation personnelle d'égo politique qui vient du nombril, où ils racontent des choses qui sont au filtre de leur sensibilité aux injustices du monde, à l'ordre, aux questions d'autorité. C'est par exemple un petit résultat, parce que ça peut paraître un peu abstrait ce que je vous dis. À Naples, tous les élus, enfin 98%, quand je leur fais parler de leur enfance, ils vont parler de leur père et de leur rapport à l'autorité paternelle. Soit pour dire qu'ils étaient contre, qu'ils étaient pour, qu'ils étaient en souffrance, mais ils me racontaient en permanence la politique en parlant de leur papa et pas de leur maman. Et alors là, on est dans Freud, puissance 10, et c'est troublant parce que je n'ai pas toujours trouvé ce mécanisme dans d'autres villes. Je l'ai trouvé à Naples, en Italie, dans d'autres villes, je l'ai moins trouvé. En France, je le vois parfois pas du tout. Mais ça peut être un ressort émotionnel très, très fort qui structure, c'est l'image de l'autorité, de l'ordre, de la domination, éventuellement aussi de la compétence qui se met en scène. Voilà, donc ces éléments émotionnels sont à prendre en compte. Et je me dis, si on va sur le terrain de la démocratie participative, là je m'adresse du coup à la charte qui est en cours d'instruction, il faut prendre attention à que cette dimension émotionnelle très très puissante ne vrille pas les diagnostics sur le politique, qu'elle soit construite. Vous savez qu'aujourd'hui, les mécanismes, depuis la crise du Covid, on étudie beaucoup les mécanismes de peur, les mécanismes d'inquiétude, d'angoisse, de rapport existentiel à la vie. Quand on lit les écrits en période Covid, les gens se posent des questions métaphysiques sur qui suis-je, d'où viens-je, pourquoi suis-je dans tel territoire, quel est le rôle de ma famille. La famille revient au galop, d'ailleurs, dans les propos. Et moi, j'insiste, je souligne en tous les cas, j'alerte votre attention sur le fait que dès lors que l'on met en place une démocratie citoyenne directe, où on demande aux gens de s'exprimer au premier degré, de façon vive, on va avoir ce premier élément qui va arriver très fort, et s'il n'est pas travaillé, s'il n'est pas inscrit dans un temps long, c'est aussi un des mécanismes qu'on trouve dans les systèmes populistes, dans les démocraties plus totalitaires, évident. C'est-à-dire qu'il y a un risque évident à prendre l'émotion au premier degré, à arriver à des résultats bruts qui ne permettent pas une construction de la décision publique. Je donne toujours cet exemple qui est un peu caricatural mais qui est amusant, c'est Guillaume Bourg, celui qui a écrit, c'est un sociologue politiste, qui a écrit un bouquin il y a 10 ans sur la démocratie participative, où il a fait un tour du monde de la démocratie participative, et il cite toujours le cas de la Chine. En Chine, c'est le pays où il y a le plus de démocratie participative locale. C'est-à-dire qu'ils ont mis au point des dispositifs extrêmement sophistiqués de consultation des citoyens sur leur micro-territoire. Et c'est un régime totalitaire. Donc, ce n'est pas incompatible. C'est un mécanisme qui fonctionne très bien. Alors, ce n'est pas pour dire qu'on est un régime totalitaire quand on fait du participatif. Il faut toujours faire attention, mais les propos, il ne faut pas les renverser. Mais c'est une façon de dire attention, derrière l'idéologie participative. Alors, je dis ça
avec des arrière-pensées aussi idéologiques. C'est-à-dire que je suis très critique, par exemple, sur le courant municipaliste qui se développe actuellement en France et chez les intellectuels européens et plus loin, un discours qui dit que le salut est dans la proximité, le salut est dans le municipal, voire l'infra-municipal, et tout ce qui est au-dessus ne permet plus d'être démocratique. Il y a aujourd'hui un fort mouvement, il y a des expériences, dans peut-être le village de Saillant, il y a beaucoup où c'est théorisé, cette idée qu'on arrive à la vérité de ce qu'est la bonne décision publique si on revient sur l'hyperproximité. Et il y a peu d'universitaires qui se réveillent en disant l'hyperproximité, la Révolution française et les Lumières, elle l'a combattue très fortement. L'hyperproximité est très dangereuse, c'est le repli, c'est les aveuglements, c'est les enfermements, c'est le communautarisme. Enfin, on peut tirer 18 fils sur cette question. Donc voilà, oui à la proximité, oui à la participation citoyenne, mais étudions ces sentiments et prenons le temps de voir comment on les fait progresser. Il y a beaucoup de travaux passionnants sur la suite des Gilets jaunes en France. Et on voit notamment qu'il y a toute une frange des gens qui sont engagés très fortement dans le mouvement des Gilets jaunes, qui maintenant vont dans les conseils de développement et qui demain seront élus. C'est-à-dire qu'ils petit à petit rentrent dans ce processus de politisation avec toute la complexité que ça implique, avec tout le collectif que ça implique à mettre en place de prise de décision. Et on voit bien qu'une fois qu'ils sont dans ce processus, les slogans et les revendications évoluent énormément. Ce n'est pas du tout forcément de la sagesse, on peut rester radical et avec une envie de transformer le monde en étant dans des arènes, mais en tous les cas, ces filtres, ces différents filtres de discussion, de construction de l'opinion permettent aux émotions de les canaliser, pas forcément de les oublier. Tous les grands militants aujourd'hui, quand on les titille sur leurs émotions, ils ont des émotions énormes, même ceux qui ont des très grandes responsabilités. Donc je n'oppose pas l'un et l'autre, mais je dis il faut tenir les défis. Voilà, c'est mon premier message un peu caricatural. Si on s'intéresse aux frissons des citoyens, il faut savoir les limites de ces frissons. Il faut voir ce que ces larmes nous disent et ce qu'elles peuvent apporter au système politique et ce qu'elles n'apportent pas. Mon deuxième point, qui est lié, vous allez voir, j'ai enchaîné 3 points liés, c'est la place des médiateurs dans cette évolution. On a, me semble-t-il, un peu oublié que sur les 50 dernières années, les politiques publiques se sont toujours construites sur des médiateurs, c'est-à-dire des personnes qui, à un moment donné, faisaient le récit de ce qu'était l'intérêt général, dans tous les domaines, que ce soit au niveau national, ou à l'éducation nationale, ou dans l'environnement, équipement, on peut prendre n'importe quel domaine, ça a été fort bien étudié en sciences politiques. Il y a des moments où des gens incarnent, c'est-à-dire qu'ils prennent la parole au nom d'une cause, et ils sont légitimes, ils sont entendus pour à la fois porter des valeurs et porter des changements de choix de société. Je vais donner un exemple caricatural mais simple. Le nucléaire en France, c'est un peu, vu de loin, c'est un miracle absolu. On était dans un pays qui n'était pas du tout nucléaire et du jour au lendemain, on est passé au tout nucléaire avec des ingénieurs et des politiques qui sont arrivés à raconter comment le nucléaire était le salut pour l'équilibre énergétique en France. Et ce sont des médiateurs qui, à un moment, ont su, par leur récit, nous ont raconté une histoire. En politique, on raconte toujours une histoire. Ils nous ont raconté une histoire qui était crédible, qui était entendable et qui faisait que les gens pensaient qu'en effet, c'était le bon choix. Mais les gens, c'est un processus très compliqué. Ce n'est pas un orateur de génie qui est arrivé. C'est toute une série d'instances qui, à un moment, ont validé des médiateurs en les mettant porte-parole parce qu'ils avaient un discours qui était entendable par tout le monde. Et ce travail de médiation, il a été fait dans tous les secteurs. À l'éducation nationale, il y a des gens qui ont porté une certaine façon de concevoir l'éducation nationale. Dans le domaine de l'aménagement, dans le domaine de la planification, les autoroutes, ils ont été faits à un moment où on a raconté la modernité de ces énormes tranchées sur le territoire, avec énormément de carbone qui passait. Ce n'était pas ça le récit, c'était un autre récit, c'était la mobilité, la modernité. Et moi, ce qui m'inquiète dans la période actuelle, je ne suis pas le seul, mais ce qui inquiète les métropoles, c'est qu'on n'a plus de médiateurs. C'est-à-dire que dans une dynamique de démocratie participative, je regarde mon fil de démocratie participative, où de temps en temps, on fait un vote, on fait un sondage, on fait un panel citoyen, on fait un référendum, on n'a plus de travail de mise en récit de ce qu'il faudrait faire pour que les choses évoluent, pour incarner. Mais l'incarnation, pour autant, elle est très forte en politique. C'est là où il y a un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, je reviens à un propos un peu antérieur, les gens qui se font élire, ils se font élire par incarnation. C'est-à-dire qu'on vote pour eux pour plein de raisons.
plus ou moins rationnelle, enfin, il y a une grande addition de raisons, mais quand on fait le décompte, les grands élus, ils incarnent quelque chose, c'est-à-dire qu'ils sont élus parce qu'il y a un moment où ils portent les électeurs, non pas sur ce qu'ils vont faire, mais sur ce qu'ils sont. Je donne toujours l'exemple, il est très facile de Trump aux États-Unis, où tout le monde s'est offensé en disant mais Trump ne passera jamais, avec le nombre d'absurdités et l'absence de politique, de programme qu'il a, il ne sera jamais élu. Et puis, il y avait d'autres spécialistes, des anthropologues, qui disent méfiez-vous. Trump est une personne qui incarne l'Amérique, qui a toute une série d'éléments dans sa façon d'être, de parler, de penser, de s'énerver, qui correspondent à l'état de cette Amérique qui nous inquiétait tant. Et il ne faut pas faire une focalisation sur Trump. Tout le monde, tous les territoires fonctionnent avec sa incarnation. En France, on a fait des travaux passionnants pour montrer que, aussi un anthropologue, ça s'appelle Marc Abélès, qui a montré que pour être maire ou conseiller général, c'était dans les années 80, mais ça marche aujourd'hui encore, il faut avoir un certain nombre de critères d'éligibilité. Et l'éligibilité, c'est pas avoir plus de 21 ans et avoir des compétences. L'éligibilité, c'est avoir des éléments de représentation qui correspondent et que les électeurs vont percevoir comme légitimes. C'est-à-dire qu'il disait être éligible, c'est se mettre en miroir, en reflet avec les électeurs de façon à qu'on puisse être élu. Mais ces règles d'éligibilité, c'est là où c'est très subtil, elles ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre. Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir un éligible dans un territoire où l'éligible, il faut qu'on connaisse ses opinions politiques, qu'il soit croyant, que ce soit un homme et qu'il ait plus de 60 ans. Et puis on peut avoir d'autres territoires où les critères, c'est au contraire quelqu'un qui n'est pas du tout engagé politiquement, qui familialement est issu, je vous dis n'importe quoi, d'une famille nombreuse, c'est-à-dire des critères tout à fait non codifiables, non normés, mais que des territoires entiers. On pourrait faire le débat ce soir sur quelles sont les règles d'éligibilité à Toulouse pour être maire de la ville. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les villages, c'est facile, c'est plus dur dans les villes, mais ça se décrypte aussi. Mais dans les villes, ça marche aussi. Abélès, il travaille dans le département il était à Auxerre, et le territoire d'Auxerre, et il avait montré que pour être élu à Auxerre, il fallait être un parachuté. Il avait montré que depuis 50 ans, le maire, pas la maire, était toujours un parachuté. C'était une règle d'éligibilité, mais c'est absurde, ça n'existe pas cette règle. Sauf qu'elle existait dans les faits, il prenait toujours de l'extérieur. Il avait montré un autre exemple beaucoup plus drôle, parce que là, très subtil, que dans un petit village, depuis la Révolution française, le maire, dans une commune qui avait 17 hameaux, était toujours issu d'un des hameaux, qui n'était pas le plus gros, qui n'était pas le plus puissant en nombre, mais le maire était toujours issu de ce hameau, depuis 2 siècles. Donc, il y avait une espèce de magie dans l'éligibilité qui faisait que pour être légitime, il fallait se présenter que si on était de ce hameau. Parce que ce qu'explique Abélès, c'est qu'on ne se présente que si on pense qu'on a les règles d'éligibilité. Si on ne les a pas, on ne se présente pas. Donc, le système se voit. Donc, pourquoi je vous emmène sur ce terrain? Pour vous dire que le début de la politique, c'est l'incarnation. Il y a plein d'autres éléments. On écoute le programme des élus, mais cette incarnation est très puissante. Et toute la question aujourd'hui qui se pose chez ces médiateurs, c'est qu'ils incarnent, mais quel est leur rôle de médiation? Est-ce qu'un maire, une fois qu'il est élu, est-ce qu'un premier adjoint, un vice-président, une fois qu'il est élu, et qu'il incarne quelque chose, il a été élu parce qu'il incarne quelque chose, est-ce qu'il peut devenir médiateur? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut raconter une histoire que les électeurs vont entendre? Parce que c'est une chose de désigner quelqu'un parce qu'il nous ressemble ou parce qu'on estime qu'il nous représente bien, et c'est une autre chose de lui donner comme mission de changer le monde, de le réparer. Et cet exercice-là, la démocratie participative, elle va devoir se la poser. Dès lors qu'on monte des dispositifs qui produisent des décisions, il va falloir les mettre en récit et il va falloir trouver des médiateurs. Et moi, par exemple, je prends une position radicale là, je ne crois pas dans les groupes collectifs qui annoncent une nouvelle façon de penser la mobilité. Il faut qu'il y ait des personnes, des médiateurs qui les incarnent. Donc, alors on peut dire leader, mais ce n'est pas forcément le terme, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des leaders qui ont été médiateurs. Il y a des journalistes qui sont devenus des personnes très influentes dans certains domaines. C'était des médiateurs, pas forcément des leaders. Mais il me semble que si on passe à côté de la fonction de récit et d'incarnation par des personnes, on part dans une voie qui est difficile. Et d'une certaine façon, je vais faire un peu de la politique il y a une semaine, quand on suit les élections qui viennent de se dérouler départementales et régionales, à gauche, toutes les listes qui s'unissaient sur des programmes, mais pas sur des personnes, vous l'avez vu, ont eu un mal fou. C'est-à-dire qu'elles arrivaient à un score certain,
mais elle n'arrivait pas à faire basculer la population par exemple, au second tour. Je viens de l'Isère, dans le département de l'Isère, c'est le premier cas, c'est assez inouï comme un département traditionnellement plutôt à gauche. Au second tour, toutes les listes d'union à gauche ont été au second tour, presque, et presque aucune n'a été élue. C'est la plus grosse défaite d'ailleurs en Isère de la gauche, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne qui incarnait, c'est-à-dire qu'il y avait eu un système d'alliance très très fort entre les partis de gauche, pour dire on sera au second tour, mais il n'y avait aucune incarnation pour porter les listes, et au second tour, c'est systématiquement la droite qui est passée, qui avait des élus plus notables traditionnels qui incarnaient leur territoire. Et cette question de l'incarnation, je vous interpelle, au niveau de la participation, il faudra y réfléchir. Sans incarnation, la politique est très difficile. C'est pas un plaidoyer, hein, c'est un constat. Quand il n'y a pas d'incarnation, quand il n'y a pas des gens qui portent, qui permettent aux gens de faire un transfert entre leurs intentions premières et ce qui va être traduit, raconté, mis comme de l'intérêt général, si ce récit n'est pas là, on est en difficulté. Et ça m'amène à mon troisième point qui sera beaucoup plus court, et on va ouvrir le débat. C'est la question du changement, la question du changement des politiques dans les métropoles. C'est une question très difficile. C'est-à-dire qu'on dit toujours que la démocratie fonctionnera, je reviens au départ, quand les citoyens participeront plus. Une fois que les citoyens participent plus, ça ne dit pas du tout comment les politiques publiques vont marcher. Et moi, quand je fais le bilan des 10 jurys de thèse dans lesquels j'ai été parfois invité par mes collègues pas loin, où des étudiants ou des doctorants travaillent sur la fabrique des politiques publiques dans les métropoles, dans les 10 thèses, il n'y en a pas une où ça échappe. Le constat principal, c'est qu'on est dans une période d'impuissance publique, c'est-à-dire que ces grosses machines bureaucratiques n'arrivent pas à produire du changement, que ce soit dans le développement durable, que ce soit dans la mobilité, que ce soit dans l'éducation. Elles ont un mal fou à changer les règles du jeu. Autant on arrive à les concevoir intellectuellement, autant il y a des expertises absolument remarquables. On n'a jamais été à un niveau aussi élevé d'expertise dans les métropoles. Et en passant, la métropole de Toulouse en est un exemple. Hein. J'ai consulté, par exemple, ce que produit le CODEV dans tous les champs. C'est absolument exemplaire. On voit qu'il y a énormément d'intelligence collective qui est mise au service de la métropole. Pour autant, quand nos doctorants font des thèses, ils entrent dans la machine, qui passent des années à essayer de comprendre comment les administrations travaillent entre elles, comment se prennent les décisions, comment les différents territoires, les différentes communes articulent leurs priorités, on s'aperçoit que la machine se grippe à peu près partout. Et donc, c'est ma troisième alerte, c'est de dire c'est bien de faire de la démocratie participative, mais il faut se poser la question du grippage des machines bureaucratiques, qui n'est pas une question de compétence ou d'incompétence. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est toujours Naples. Naples m'a un peu foudroyé. À Naples, j'ai rencontré des hauts fonctionnaires qui étaient parfois plus qualifiés que les hauts fonctionnaires de la ville de Lyon. J'avais fait une comparaison Lyon-Naples sur les politiques publiques. Donc, ce n'est pas un problème d'intelligence, d'expertise, de qualité d'expertise, c'est la capacité à faire du changement quand on est dans une grande administration. Et je pense que là, vous avez tous des expériences vécues dans des secteurs très précis. Il faudrait prendre secteur par secteur, que ce soit la culture, que ce soit le transport, que ce soit la pollution. On voit bien que quand on entre dans la machine des mesures à prendre, la machine est très difficile à bouger. Et ce n'est pas du tout juste des élus incompétents ou des fonctionnaires qui ne font pas leur boulot. C'est beaucoup plus complexe, c'est que l'articulation des contradictions ne se fait plus. Parce qu'il n'y a pas de médiateur, j'insiste là-dessus, et parce qu'il n'y a pas cette capacité à mettre ensemble des choses contradictoires, à accepter de faire des choix, à accepter de gouverner, c'est-à-dire de trancher, de décider. Et moi, je suis troublé vraiment là aussi, du silence, du relatif silence qu'on a sur cette question. C'est-à-dire que dans le monde académique, on passe beaucoup de temps à dire il faut plus de citoyens, et on ne passe pas beaucoup de temps à dire il faut que l'expertise aboutisse, parce qu'on a des très bonnes expertises. Mais ces expertises sont... Alors, il y a plein d'éléments qu'il faut prendre en compte. Moi, je suis persuadé que tout commence par du récit, c'est-à-dire qu'il faut arriver à se raconter des choses ensemble. Je fais une petite parenthèse pour vous parler de ma façon de faire de la recherche. En ce moment, je travaille sur un type de contrat qui s'appelle les CRTE, le contrat de relance et de transition écologique. C'est l'État qui vient, c'est le gouvernement qui vient de lancer ça. Il dit, dans tous les territoires, il y en a peut-être un à Toulouse, je n'ai pas suivi, il s'adresse à presque toutes les intercommunautés de France, il y en a 900 qui ont répondu oui, il dit, dorénavant, si vous voulez qu'on vous finance, il faut que vous mettiez ensemble tous les dispositifs sur la transition écologique, c'est très très large, et que vous montriez la cohérence de ce que vous faites à ce niveau. Et nous, on donnera plus d'argent à ceux qui sont cohérents. Donc moi, j'accompagne les CRTE en ce moment dans différents territoires, dont certains en Corse.
Et le principal défi, c'est absolument pas de la technique, c'est absolument pas des finances, c'est la capacité des acteurs qui sont autour de la table, au niveau intercommunal, à parler entre eux, à parler avec les fonctionnaires, à parler avec les communes aussi, à parler avec les services de l'État, à parler avec la région, à parler avec le département. Et donc, c'est un travail, on dit le mot gouvernance, j'aime pas trop parce qu'il est fou, mais c'est une question de gouvernance politique, d'intelligence politique. Et là-dessus, on a des progrès immenses à faire. Et quand je vous dis ça, c'est pas du tout pour dire, voilà, il suffit de faire ça, on ne sait pas faire. C'est-à-dire que le drame que vivent les métropoles aujourd'hui, enfin la difficulté qu'affrontent les métropoles aujourd'hui à prendre des grandes orientations de politique publique, c'est la difficulté qu'ont les États-nations depuis 30 ans. C'est une difficulté récurrente. Il n'y a plus de médiateurs, il n'y a plus, pour dire un autre gros mot de science politique, de référentiel simple, c'est-à-dire des priorités que tout le monde admet qui permettent de changer. Pour changer, il faut raconter le monde différemment. Il faut que tout le monde le raconte, qu'on soit d'accord pour le raconter différemment. Et aujourd'hui, on n'est pas dans cette capacité. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que la démocratie participative, pour moi, elle ne permet pas beaucoup de parler plus ensemble. Elle permet d'entendre toutes les voix, mais s'il n'y a pas une étape très très forte après de cristallisation, c'est plutôt une impasse, c'est plutôt un niveau de blocage. Et l'exemple de la Convention citoyenne, la Convention sur le climat, la Convention citoyenne sur le climat, moi, je trouve qu'elle est caractéristique. Dès lors que le gouvernement a dit un certain nombre de vos mesures, on ne va pas les passer parce qu'elles sont trop dures à faire passer, ils ont hurlé au loup en disant c'est inadmissible, nous citoyens l'avons décidé, vous avez validé. Et précisément, les politiques publiques, c'est pas ça. Les politiques publiques, c'est un travail de négociation permanente entre différents référentiels, un référentiel global, une vision générale de la société, des acteurs en présence, et puis des élus à un moment qui tranchent, et qui ne tranchent que s'ils peuvent trancher. C'est-à-dire que s'ils tranchent sur une mesure impopulaire, elle ne sera pas appliquée. En France, depuis 30 ans, on a une longue liste de grandes réformes qui n'ont jamais été vraiment appliquées. Parce qu'elles n'avaient pas ce mécanisme de consensus du départ, de construction d'un récit, une autre façon de réparer le monde, qui sont entendables. Voilà, donc, voilà mes trois points pour ouvrir le débat. Je vais terminer sur votre charte de citoyen, parce que c'est l'objet. Je pense néanmoins, après tout ce que j'ai dit, que cette charte est indispensable. Elle est indispensable parce que c'est justement une façon à réfléchir, pas seulement à la façon dont les citoyens parlent, mais à la façon dont la métropole avance. C'est-à-dire que pour moi, la charte, elle est là pour permettre à la métropole de prendre des grandes décisions. Et si la charte n'est qu'un élément alerteur ou de résistance, c'est très intéressant intellectuellement, mais ce n'est pas comme ça que les politiques publiques métropolitaines avancent. Donc c'est un message à la fois d'espoir et assez pessimiste pour dire le souffle citoyen a des vertus, mais il a des limites. Et donc j'avais intitulé mon intervention « L'effervescence et impuissance ». L'effervescence politique, ça peut être de l'impuissance publique. Le mécanisme est très long, très difficile à mener. Et il faut toujours tenir les deux niveaux ensemble. Voilà, j'ai sûrement été trop long. Mais je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle les règles. On va se balader avec 2 micros, c'est très technique. Avec une caméra qui suivra. Et puis, les gens qui interviennent sur le chat, on passera aussi des questions. Ça sera toi, Pierre, qui devrait super. Ah, voilà. Donc, on a Pierre qui relaiera. On s'arrête quoi qu'il arrive à 20h et un peu avant, c'est effectif. Pierre, tu veux commencer? Alors, merci. Je vais commencer tout de suite par quelques questions qui ont été posées sur le chat, dans l'ordre dans lequel elles ont été posées. Il y avait d'abord une question sur puisqu'il a été d'abord question des codev et du manque de pouvoir, d'efficacité des codev, et qu'on a pas mal de membres de codev qui sont en ligne, se sont posé la question de finalement, est-ce que les codev ne gagneraient pas à être plus médiatisés pour avoir une place plus large dans cet espace de débat public. Est-ce que ce n'est pas aussi à l'institution, aux élus, de mettre plus en avant les codev qui sont encore relativement confidentiels pour les aider à créer cet espace de discussion, cette interface avec les citoyens? Et une autre question sur la question de la participation des citoyens, plus particulièrement à l'échelon intercommunal.
on a un déficit démocratique du fait du scrutin intercommunal, à savoir les gens, une élection qui fonctionne par fléchage, mais les gens ne votent pas directement pour une liste au niveau des intercommunalités. Est-ce que cette absence de scène politique électorale au niveau intercommunal, c'est un obstacle à la participation citoyenne, ça décourage les gens de participer, ou est-ce qu'au contraire, le fait qu'il n'y ait pas de débat partisan, de politique politicienne, comme on peut parfois la nommer, ça ouvre un espace peut-être de débat plus apaisé au niveau intercommunal qui n'existerait pas au niveau communal. Donc, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient, ce déficit en termes de démocratie représentative intercommunale? Est-ce que c'est un avantage pour plus de participation citoyenne au niveau intercommunal? C'est bon? Il me le faut. Merci. Alors, je ne sais pas comment on procède, si je réponds déjà ou si oui, je vais répondre. Et puis, donc, je m'adresse aussi aux internautes. Et puis, on ouvrira la salle après, si vous voulez bien, mais on va commencer par les internautes. J'espère, mais visiblement, ils l'entendent. En fait, ça marche. Efficacité des codev, est-ce qu'il faut plus les médiatiser, plus les mettre en avant? Moi, je n'ai pas la réponse. C'est une bonne question. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire je vais rester sur la médiation, des super médiateurs, les gens qui ont raconté des nouvelles façons de faire les politiques depuis 50 ans, dans l'agriculture, dans l'environnement, dans l'énergie, les cercles qui ont permis ces avancées, ce n'est pas forcément des cercles qui étaient exposés au public. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille que les conseils de développement, pour mieux exister, soient plus visibles auprès de la population. J'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est qu'à un moment, il faut, je continue sur mon obsession des médiateurs, qu'il y ait des personnes qui incarnent un récit sur ce qui a été travaillé. Mais je ne sais pas si c'est aux membres du conseil de développement de se mettre en avant, ou si c'est à d'autres personnes, éventuellement des élus de la métropole, de reprendre à leur compte ces idées, ou des leaders, ou des journalistes, ou des courants. C'est-à-dire, là-dessus, la question de la médiatisation, moi, je trouve qu'elle est à double tranchant, parce que la médiatisation, parfois, brouille aussi la qualité des débats. Si c'est juste pour politiser rapidement les débats et les rendre un peu caricaturaux, ça ne fait pas forcément avancer la question. Donc, moi, première question, j'ai pas de réponse. Je sais que c'est un souci permanent. Les conseils de développement ont un côté un peu le syndrome Calimero, hein, toujours. On dit des choses passionnantes, mais on ne nous écoute jamais. Moi, je leur disais, on a fait plusieurs expertises, dont une avec Philippe Payet, en essayant de voir plusieurs conseils de développement. Et nous, pour les rassurer, on leur disait, oui, mais vous êtes une machine qui fait bouger les idées. Souterrainement, discrètement, à bas bruit, mais il y a des lignes qui bougent. Et ce n'est pas forcément en entrant directement dans le jeu politique que les conseils de développement gagneront en écho. Là-dessus, je demande à voir, et presque je demande à voir selon l'esprit des lieux du territoire dans lequel c'est fait. Je reviens à un propos, je l'ai dit un peu rapidement. On ne fait pas de la politique de la même façon à Toulouse, Marseille, Strasbourg et Munich. Et on ne raconte pas la politique de la même façon et on ne fait pas bouger les choses de la même façon. Donc peut-être que dans certains territoires, il faut médiatiser le conseil de développement, peut-être que dans d'autres, il faut passer par d'autres canaux. C'est assez subtil, ça demande réflexion. Je reviens à mon petit exemple sur les CRTE, les contrats que je suis en ce moment. Le principal travail que je fais, c'est de la thérapie d'élus. Je les mets autour d'une table et je leur dis, racontez-moi comment vous estimez que vous pouvez travailler ensemble. Et selon le territoire, ils ne me disent pas du tout la même chose. Il y a des endroits où il faut qu'il y ait un leadership très fort, il y a des endroits où il faut faire émerger des idées très fortes, il y a des endroits où chaque territoire a sa façon d'être en politique, et Toulouse devra faire sa thérapie, son examen de conscience, pour voir quels sont les éléments qui permettent le mieux d'avancer. Avec des étudiants, on avait fait un exercice très amusant pendant quelques années. On filmait des conseils communautaires et on regardait comment les gens se parlaient dans les conseils communautaires. Eh bien, il y a certains conseils communautaires où le mode de discussion, c'est l'invective et l'insulte. Et il y a d'autres conseils communautaires où le mode de dialogue, c'est l'hyper douceur, le respect, l'euphémisme à tous les étages.
C'est-à-dire qu'on n'avance pas dans les récits de la même façon selon le territoire dans lequel on est. Je ne vous demanderai pas ce soir quel est le mode de dialogue à Toulouse, mais chacun a sans doute son idée là-dessus. Donc voilà, je plaide la différenciation, c'est-à-dire je sais pas s'il faut médiatiser, mais peut-être que parfois ça peut être intéressant. Par contre, très important, entrer dans les jeux de la nouvelle communication numérique, pas dans le tweet permanent et éruptif, mais il y a des endroits qui permettent, qui sont des lieux d'information maintenant, des lieux de transmission de l'information, et il ne faut pas échapper à ça, il faut communiquer avec ces outils. Bon, alors moi, c'est une obsession que j'ai complètement sur les savoirs, parce qu'on s'aperçoit, je sors un peu du cadre, mais je travaille avec une maison d'édition, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, plus personne n'achète des livres dans le monde scientifique. Par contre, on consomme toujours des savoirs, et l'obsession maintenant, c'est de savoir comment on fait passer des informations, donc sur quel support, à quelles conditions, et là-dessus, il y a une réflexion, les codev doivent, mais ce soir, je trouve que c'est un bon exemple. Alors, j'ai mon ordinateur qui s'arrête, hop, je reprends. Non, je suis parti, c'est pas grave, donc on ne me voit plus là. Ça connecte. Bon, je reprendrai la connexion, mais je suis toujours là. Donc, première question, je ne sais pas répondre. Et deuxième question, la question du déficit démocratique. Ça, c'est vraiment le serpent de mer. L'élection au suffrage universel direct. La seule chose que je peux vous répondre, c'est que la France est le seul pays au monde, presque, hein, on trouvera toujours des contre-exemples, qui n'élit pas au suffrage universel direct son président ou sa présidente d'agglomération ou de métropole. C'est-à-dire que dans tous les autres systèmes pratiquement au monde, il y a un mécanisme d'élection au suffrage universel direct du leader, du représentant de la métropole. Mais, il faut l'ajouter, dans presque tous les autres pays du monde, il y a aussi un système d'élection de 2 chambres. On élit d'une part le président, en général c'est le président du terme, le président, et d'autre part, on élit une chambre de délibération. Il y a du législatif. Dans presque tous les systèmes, on a un modèle qui ressemble aux modèles nationaux, qui est un modèle avec 2 chambres, un exécutif et un législatif. Alors qu'en France, on est dans un système, d'ailleurs les étrangers quand ils viennent ici, ils ont du mal à le comprendre, le législatif et l'exécutif sont complètement mélangés et insérés en permanence. On peut être dans l'exécutif, après on est dans le législatif, on est dans les deux, enfin la frontière n'existe pas. Donc on a un modèle français spécifique. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que à ceux qui disent dès qu'on aura mis le suffrage universel direct, tout ira mieux, je pense que là, c'est une vraie chimère. C'est-à-dire que c'est un mécanisme beaucoup plus complexe. Il y a certains territoires où, sans suffrage universel direct, le président ou la présidente est totalement légitime dans la métropole, alors qu'il n'est pas du tout élu directement. Je donne un exemple ancien, mais qui n'est pas très loin d'ici, enfin, c'est un peu quand même, c'est Montpellier. Il y avait un président, un maire de la ville de Montpellier, qui était ensuite devenu président du conseil métropolitain de la métropole, et qui est ensuite devenu président de la région. Et cette personnalité, elle incarnait. Et où qu'elle soit, elle était considérée comme légitime. Et donc, moi, il me semble qu'il y a cette question de légitimité qui doit se construire. C'est mieux si on change le mode de scrutin, mais c'est pas, ça se fera. Alors, quand on est dans le monde académique, on est un peu désespéré parce qu'on a vu la loi, elle était dans les cartons. Alors, on envoie les étudiants, on leur dit suivez cette loi, vous allez voir, elle va sortir, ça fait un très beau mémoire. Et puis, à chaque fois, pour des raisons toujours différentes, la loi ne passe pas. Et ce qu'il faut souligner, je n'ai pas beaucoup parlé de droite-gauche jusqu'à présent, c'est qu'il y a un consensus, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une partie de la droite qui n'en veut pas, une partie de la gauche qui n'en veut pas. Ce n'est pas un clivage idéologique, hein, le suffrage universel métropolitain, c'est un clivage au sein des territoires et qui est lié à 2 siècles en France de communalisme. Les municipalités restent un lieu de pouvoir, un lieu de représentation, d'incarnation extraordinaire. Je vous glisse, je reste sur la Corse, hein, je parle de mes terrains de recherche. Par exemple, en Corse, aux dernières élections régionales, donc il y a la collectivité territoriale en Corse, c'est une région, mais avec des pouvoirs étendus par rapport aux autres régions, des pouvoirs très importants, certains pouvoirs presque régaliens. Eh bien, dans toutes les listes, hormis la liste écologiste, il y avait énormément de maires dans la liste régionale. C'est-à-dire que pour être légitime en Corse, il faut être maire. Premier axe, c'est dans les représentations construites depuis plusieurs siècles, la légitimité passe par le mandat de maire. Donc, quand il y a ça, vous pouvez faire une élection suffrage universel direct de l'intercommunalité, ça ne changera pas ce modèle avant peut-être 10, 20, 30, 50 ans.
questions dans la salle ou des remarques ouais. Oui, alors je suis Patrick Chevalier et je suis en même temps aussi membre du Conseil national des villes. Donc je fais partie du Conseil citoyen et donc je participe activement aux actions de politique de la ville. Et donc aujourd'hui, le constat que l'on peut faire, c'est que les conseils citoyens, et je ne parle pas que de Toulouse, a un énorme problème, c'est-à-dire qu'il y a une désaffection de la part des citoyens pour participer au conseil. Bon, je pense que dans les octobre-novembre, il y a un travail qui va être fait en termes de renouvellement des conseils citoyens. Bon, et les gens se sont éloignés de ces conseils citoyens. Ils étaient déjà un peu éloignés avant la crise, mais ça a été accentué avec la crise. C'est qu'ils se sentent éloignés des élus. Et je suis sûr que si j'interroge la plupart des membres du Conseil citoyen pour lequel je participe, le CODEV, ils ne connaissent pas. J'en suis persuadé qu'ils ne connaissent pas du tout. Je trouve ça un peu dommage parce que ça fait partie intégrante de la métropole et qu'il est intéressant que les quartiers de la politique de la ville sachent aussi ce qui se passe sur Toulouse, mais aussi ce qui se passe dans les zones rurales, puisque Toulouse Métropole, il y a aussi des communes qui sont sur le secteur rural. Voilà, donc il y a un certain nombre de thématiques qui moi, pour lesquelles je suis très attaché. C'est la santé, entre autres la santé, aujourd'hui, les problèmes dans les quartiers, je dirais, de la politique de la ville. On en parle beaucoup en ce moment, des maisons de santé, parce qu'aujourd'hui, ça paraît évident. Voilà. Et la deuxième chose, la deuxième thématique qui m'importe beaucoup, et ce matin, enfin en fin d'après-midi, j'étais à une réunion à FNOR sur la nouvelle nomenclature ISOP sur l'égalité femmes-hommes. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Et je tiens à saluer quand même Toulouse Métropole. J'étais il n'y a pas très longtemps avec l'élu en charge de la charte d'égalité femmes-hommes dans le sport, entre autres. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur, parce que c'est un combat que je mène depuis de très nombreuses années sur l'égalité femmes-hommes, que ce soit dans le sport ou ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, ça vient aller dans ce sens-là. Et pour finir, par rapport, moi, j'ai des interrogations par rapport aux abstentions. Quand je vois aujourd'hui les abstentions énormes, apparemment, on annonce 80% sur les jeunes de 18 à 35 ans, et dans les quartiers populaires, les quartiers prioritaires, des taux d'abstention qui sont énormes. Donc, il doit y avoir de la part des élus, moi je ne suis pas élu, mais de la part des élus, d'avoir une vraie réflexion sur ces problématiques-là. Parce qu'il va falloir faire revenir tous ces jeunes, parce que demain, dans 10 ans, ils n'iront pas plus. Et donc, on ne sera pas à 60, on sera peut-être à 80% d'abstention. Enfin, c'est mon sentiment personnel.